a plusieurs vies qui sont différentes. On passe par des étapes qui sont très différentes. Je sais qu'il y a aujourd'hui des jeunes cinéastes qui se débattent dans les problèmes de leur premier film. Donc moi, j'ai eu la chance en fait de commencer simplement, d'être dans un environnement, j'en parlais tout à l'heure avec les journalistes, d'être dans un environnement qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avions un de nos directeurs qui n'était pas quelqu'un qui avait envie de faire des films, qui avait envie d'être, qui voulait être cinéaste et donc qui pouvait aussi écraser un peu les autres. Non, c'était quelqu'un qui a vraiment lancé la production, qui a produit des films. Et je me rappelle, donc, puisqu'on parle du passé, que quand on est parti on a vu Kyoto à Cannes, Festival de Cannes, je me rappelle de ce directeur de l'Office du cinéma, un ancien du MALC, qui se comportait pendant le festival comme si on était en guerre encore. Et donc, on habitait tous ensemble dans un appartement à Cannes. Je faisais mes interviews. Oh, ouais, vous dites n'allez pas, tout le lobia le soir, etc. On était comme des clandestins. Et donc, il y avait un vrai staff, c'est-à-dire que je n'étais pas seul. Un stand, etc. Et je vois que tout le monde est dispersé, qu'il n'y a pas vraiment une volonté de pousser le film algérien comme je le vois chez les Tunisiens, comme je le vois chez les Libanais, chez les Égyptiens. Je suis un peu jaloux par rapport à cette équipe, par rapport à cette époque ancienne, où on avait ce staff, alors qu'on se plaignait parce qu'on était un peu des enfants gâtés, on se disait ah, c'est le cinéma d'État, etc. Mais on était surpris avec quelque chose. Donc moi j'aspire à ce qu'aujourd'hui les jeunes cinéastes puissent retrouver des gens autour d'eux qui ne soient pas des cinéastes, mais qui soient des gens qui les poussent, qui les soutiennent, qui les entourent. Voilà. Merci. Des questions de la salle? C'est les Brahimi, le Ratouche 3. Bonjour, Mokhtar Alouache, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Vous qui avez vécu deux générations de cinéastes, vous les avez côtoyés. J'aimerais avoir votre lecture du cinéma indépendant dans les années 78, de cette génération. Est-ce que vous aviez la liberté de dire ce que vous vouliez parce que vous critiquez souvent la société? Et comment se passe le cinéma indépendant maintenant? Je ne sais pas ce que ça veut dire cinéma indépendant. En fait, on n'était pas des cinéastes indépendants, on était des cinéastes salariés. On travaillait dans un organisme de cinéma. D'ailleurs, on ne pouvait pas travailler en dehors de l'organisme. Les choses étaient codifiées. Donc il y avait un organisme pour le cinéma, un organisme pour les actualités. Il y avait des cinéastes qui avaient choisi la télévision, donc qui tournaient à la télévision. D'ailleurs, ce directeur, Leroité, est passé de l'Office du cinéma vers la télévision. Il a continué à produire des films à la télévision. On ne se disait pas indépendant, on avait juste envie de faire les films qu'on avait envie de tourner. Donc il y avait quand même des problèmes au niveau de l'acceptation de nos scénarios, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on nous poussait à une autocensure. Donc on connaissait les tabous, on savait ce qu'il ne fallait pas trop raconter. Il y avait des choses qu'on évitait de raconter dans nos films. Mais paradoxalement, on pouvait prendre ce qu'ils voulaient, pouvaient prendre une certaine liberté en tournant leurs films. Voilà. Ça dépendait des gens. Donc on a des films, bon, peut-être que demain des critiques ou des historiens regarderont les films de cette fameuse période où on est dans une période de parti unique, et ils verront si ces films étaient indépendants ou non. Oui, juste après. Il y a une question. السلام عليكم سيد ملتقى الواش. أشكر سيد ملتقى الواش على حضور
اليوم في الطبعة الثالثة بنادي السينما. السؤال مطروح على السيد مرزق علواش، المتتبع لفيلم مغامرة بطل يلاحظ بأن الفيلم يميل إلى الفيلم الروائي ومنه إلى الفيلم الوثائقي. السؤال المطروح: لماذا تم المزج في فيلم مغامرة بطل بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي؟ اسمع، سؤال واعر. انا لما نصور فيلم ما نخممش على هذا sur ce problème. Je ne réfléchis pas à ce problème de documentaire, fiction. Je sais que je raconte une fiction, c'est-à-dire que avant de tourner un film, j'ai écrit un scénario. Ensuite, je travaille d'une manière très légère, donc avec une caméra qui se promène. Bien que dans ce film, que je trouve très long, et en particulier la partie saharienne, je pense que je ne l'ai pas maîtrisé, la partie saharienne. C'est trop posé, c'est trop... les dialogues sont vraiment trop pesants, etc. Et dans ce film, donc je pense que cette partie qui peut ressembler au documentaire, c'est un peu la deuxième partie où je me sens plus à l'aise, où le personnage arrive à Alger, etc. Bon, ça bouge un peu plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans ce film, la majorité des acteurs sont des non-professionnels. Hein, l'acteur principal, beaucoup de gens qui l'entourent, et qui sont liés aussi à des acteurs dits professionnels, puisque nous avions à l'époque les acteurs professionnels, c'était les salariés du théâtre national. Donc ça, c'était les professionnels. Et avec Omar Gitlato, j'avais fait travailler plutôt des non-professionnels. Donc je sais que les acteurs professionnels du TNA m'en voulaient un peu. Donc j'en ai fait venir certains. Donc voilà. Et dans ce film, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai travaillé les dialogues avec Abdelkader Aloula, Allah yarhamou. Et Abdelkader Aloula m'a orienté un peu vers un jeu théâtral. Alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème, une lourdeur dans le film qui fait que les acteurs sont en même temps non professionnels, mais ils n'ont pas, ils récitent, ils n'ont pas la liberté, parce que nous étions avec Abdelkader Aloula, d'ailleurs à un certain moment je n'entendais plus avec lui, j'ai dit vraiment c'est pas le cinéma que j'ai envie de faire. Donc vous voyez par exemple ce personnage au début qui danse, ça vient d'un théâtre, etc. Voilà, donc mais je ne me posais pas de questions sur l'expression, j'avais envie de raconter mon histoire et surtout j'étais libre un peu de travailler comme j'avais envie. Voilà. Merci. مرحبا بكل الحضور وعلى راسهم سي حسن بن زراري، حسن كشاش، السيدة نادية طالبي، السيدة حميدة الحاج. مرحبا بك ندى. Salam alaikum. Je suis vraiment heureuse de voir ce film parce qu'à cette époque-là, il y a 40 ans, je ne pouvais pas le voir. Il avait disparu d'un seul coup. Et ma question est pour quelle raison il n'a pas été exploité depuis tant de temps, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui ne connaît pas notre cinéma. Et très sincèrement, bon, après Omar Gitlato, bien sûr, c'est un de mes films vraiment préférés, avec Saha. C'est vraiment du beau travail, vraiment. Oui, écoutez, le problème qu'on a, c'est que nous avons un peu cette rupture d'une décennie, hein, cette fameuse décennie noire qui a un peu coupé tout le lien entre ce qui va se passer après et ce qui s'est passé avant. Bon, moi j'ai la chance d'être encore vivant et d'avoir tourné d'autres films. C'est pour ça peut-être qu'on me connaît plus que certains cinéastes qui malheureusement ont disparu et ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle avec les jeunes, si on leur parle de Lalem, Ahmed Lalem, Mohamed Bouammaré, même Amal Laskri qui a continué un peu à batailler, eh ben, il y a cette rupture. Et cette rupture, c'est justement maintenant à cet environnement du cinéma, comme ce qui se passe avec ce ciné-club, comme ce qui peut se passer avec la restauration des films, la présentation de ces films restaurés, du patrimoine. C'est comme ça qu'on va un peu reparler. Il faut montrer aux jeunes
qu'un cinéma existait, comment il existait, les films qui se faisaient, etc. Donc, en ce qui concerne les cinéastes disparus, il y a des gens qui peuvent parler d'eux. Il faut cet environnement de journalistes, de critiques. Bon, je crois que pour un cinéma comme le nôtre, on n'a pas besoin de critiques, on a besoin plus de journalistes qui expliquent, qui racontent, qui apportent l'information, parce que la critique, bon, ça va, c'est bien, mais bon, comme disent, quand tu tournes des films, tu les tournes pour l'extérieur, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est pas une critique, quoi. Ça m'apporte rien. Tandis qu'aujourd'hui, qu'on analyse les films de Ahmed Lalem, qu'on analyse tous les films de Bohan Mali, qu'on revoit les films de Farouk Beloufa, tout ça, tu vois, et d'autres cinéastes que j'ai oubliés. On a eu des cinéastes qui n'ont fait qu'un seul film, mais ils ont fait quelque chose. Les frères Bedouche, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Hassan, oui, Merzak, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec toi. J'ai fait beaucoup de choses avec toi et je te connais comme directeur d'acteur, mais vraiment intraitable. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. Surtout, je me souviens dans le film que tu as fait, Tamal Rasset, où on a eu des séquences dans la voiture où j'ai dû la recommencer parce que tu ne voulais pas qu'il y ait cette air de théâtral et ça, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Dans ce film, je te pose une question par rapport à ta direction d'acteur. Il y a une séquence qui m'a un peu... j'ai des idées, je ne sais pas si c'est vrai, avec Mohamed Salah Touache, Allah yarhamou. Mohamed Salah Touache, voilà, oui, celui qui a le bar à lait, là. Bon, oui, je le connais très bien. Allah yarhamou. Oui. Pardon? Non, dans ce film, non. Dans ce film, Mohamed Salah Touache qui était le barman. Et j'ai vu que Mohamed Salah Touache avait une grande tirade. Et donc j'ai compris que, comme je le connais, et là, tu as eu l'idée extraordinaire de faire sortir le livre, le carnet, pour qu'il continue sa tirade. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et je te dis bravo. Oui, bon, ça c'est un peu... ouais, ça c'est une anecdote, je ne sais pas comment tu es au courant de ça, mais... ça se voit. Alors, effectivement, donc, Mohamed Touache fait partie justement de ces acteurs du TNA, bon, que j'ai fait jouer dans Omar Gitlato, que j'ai encore refait jouer. Et dans Omar Gitlato, bon, il avait sa tirade théâtrale, puisqu'il joue sur scène le rôle du sultan, etc. Et là, eh bien, on est à Cherchel, à côté de Cherchel, je crois, dans un bar à Petit Lait. Et il doit raconter son histoire. Et le pauvre, et à son âme, il avait un carnet, un petit carnet, mais épais, comme ça, il a tout écrit. Il avait toute sa tirade. Et moi, je préparais la séquence, mais je le voyais je voyais, il souffrait, il transpirait et tout, parce que ça se voyait on avait un peu, de temps en temps, on avait ce problème, je pense qu'on l'a toujours, c'est de certains acteurs qui viennent sans avoir appris, qui pensent que ça tombe du ciel et ils vont connaître leur truc au moment où on tourne. Et donc, il n'avait pas appris, là, il n'arrivait pas à l'apprendre. Et donc, je commence à perdre mon temps, à le faire répéter et tout. Après, je lui dis, bon, c'est les dialogues. Elle dit, oui. Bon, alors, donc tu vas, à un certain moment, quand tu n'arrives plus, tu sors le carnet, tu lis. Elle dit, ah, très bonne idée. Et donc voilà, bon, ça c'est un peu les anecdotes de ces acteurs quoi, qui étaient là. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on voit dans ce film qui sont morts. Justement, il y a une question par rapport aux comédiens des années 70-80 et les comédiens de tes derniers films, les jeunes comédiens alors la différence entre les deux.
Et- Il n'y a pas de différence. Comme je l'ai dit, moi je fais des castings, je travaille sur des castings, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Voilà. Donc, moi maintenant, je ne sais plus comme avant, puisque j'arrive, hein, je viens, j'habite pas ici, j'arrive, je fais des castings et je tourne avec les gens. Alors j'ai eu une grande catastrophe que je ne recommencerai plus. J'ai eu un grand piège avec une série que j'ai tournée sur un bateau où j'ai souffert d'une manière incroyable parce que brusquement je suis arrivé et j'ai pas compris ce qui se passait, qui se passait au-dessus de ma tête parce que je viens, j'ai un sujet où je tourne un film qui va se passer sur un bateau et je lance un casting et je ne comprends pas que mon petit bureau là, où je fais mes préparations se transforme en agence de voyage. Parce que je vois des dizaines d'acteurs, des grands acteurs, des acteurs un peu inconnus qui arrivent avec leur passeport pour partir, quoi, pour venir. Ils ont entendu parler que c'est un film sur un bateau, donc qui dit bateau dit une traversée, c'est pas le bateau qui va d'Oran à Alger, c'est un bateau qui va de l'autre côté. Et donc, je crois que je me suis retrouvé, Benzala, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que je me suis retrouvé avec tous les acteurs algériens, pratiquement. Il y a juste un acteur qui, je sais pas, il a eu un truc de panache, il est venu au casting, et Adjaibia, c'est ça, Adjaibé. Il est venu et j'ai dit, bon voilà, j'ai un rôle pour toi de boucher. Il va dire, ah non, merci, pas de boucher. Donc, il devait être bouché sur le bateau. Et donc je me suis retrouvé pendant 8 traversées, tourner une série pendant 8 traversées Alger-Marseille, avec 40 acteurs. 40 acteurs, femmes et hommes, qui en général se détestent, et avec un problème de cabine, avec un problème de traversée. Donc traversée c'est 24 heures, le mal de mer, les cachets pour le mal de mer, faire travailler comme figurants tous les trabendistes qui sont sur le bateau, et qui, comme ils s'emmerdent pendant la traversée, ils vont dire oui, tous en jouent, ils ont joué gratuitement. Et donc, avoir un problème de cabine chaque fois qu'on arrive à Marseille, parce qu'il faut changer de cabine, et donc ils dispatchent les acteurs et les actrices, tout ça dans des cabines, des fois des cabines à deux, et donc il y avait des problèmes parce qu'il fallait gérer celle qui ne veut pas être l'autre, être avec l'autre, celui qui veut pas être, celui qui veut être seul, celle qui n'aime pas l'autre, etc. Et il y avait une quarantaine d'acteurs et figurants qui n'avaient pas de visa. Et donc je leur ai dit, mais vous n'avez pas de visa, mais vous jouez, mais à Marseille, vous restez sur le bateau. Le bateau, c'est l'Algérie. Vous ne sortez pas du bateau. Vous n'avez pas le droit d'aller à Marseille. Donc, la première fois qu'on arrive à Marseille, tout ce groupe, une quarantaine, ils se mettent de côté et ils commencent à me regarder. J'aurais dit, ouais, l'eau, c'est pas possible, je ne pouvais pas. Et donc, et voilà que le commissaire français monte sur le bateau. Il y a un commissaire du port de Marseille que j'avais rencontré pendant la préparation, et puis on me l'avait présenté, ah ouais, chouchou, tout ça, donc il m'a passé son fils, et le commissaire Adak, il m'a dit, bon, il paraît que tu vas tourner sur un bateau, si tu as besoin de quelque chose, tu me dis. Et il dit, ouais, j'ai besoin de rien, mais... Et je le vois passer, je l'appelle. J'ai dit, vous m'avez dit que si j'ai besoin de quelque chose, je vous le dis. Il m'a dit, oui, oui. J'ai dit, regardez, ces gens, ils veulent sortir. Il m'a dit, ils veulent sortir où? Ben, ils veulent aller à Marseille, mais ils n'ont pas de visa. Il me dit, et alors? Ben, si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour eux, pour qu'ils sortent, les pauvres, ils veulent aller, il y en a qui veulent acheter des amandes, il y en a qui veulent acheter des bleus de Shanghai, et tout ça, ils veulent se balader à Marseille. 40, il m'a dit 40. J'ai dit oui, mais ils m'ont tous promis qu'ils reviennent. Il m'a dit bon, donc tout ça, ça dure. Hein. Les autres, ils attendent, ils regardent. Il va les voir, il m'emmène. Il leur dit bon, si vous sortez, si vous ne revenez pas, c'est le réalisateur qui va en prison. Est-ce que vous jouez le jeu? Kalolo, oui, on joue le jeu, on revient. Il leur a dit ok. Et donc, 40 plus moi, on suit le commissaire et on sort par une porte.
Vraiment, vous l'avez, ouais. Déjà, vous êtes gars d'accord. Attention, filles, femmes et hommes, au nom de métrage. On est parti par une porte. Il leur a dit à 7 h du soir, tous vous revenez à cette porte, rappelez-vous. Ouais. Et donc moi je suis revenu à 6 h, j'ai attendu, je l'ai compté. Ils revenaient, gars. Ils ont tous passé la journée à Marseille. Donc voilà les problèmes. Donc après c'est devenu une série idiote. Et voilà. Hamida, Aït El-Haj. Eh ben, contrairement à ce à quoi je m'attendais, je ne me suis pas ennuyée. Et malgré les tirades de départ, je suis rentrée dans le film, et comme j'ai vécu cette période, je me dis, à la charte nationale, les discussions, la gauche, enfin j'étais vraiment dedans, donc on a fait le film, assez bien, je suis esclave, parce que quelque part je me remets en cause. Mais je me pose des questions par rapport aux jeunes qui n'ont pas vécu cette période. Est-ce que je suis vraiment, je m'excuse, hein, mais est-ce qu'ils comprennent le film? Parce qu'il me semble qu'il est très difficile à comprendre si on n'a pas vécu. Je ne sais pas, hein, mais je me dis, historiquement, que je suis de la période où on a qu'on a un mythe, parce que le héros, enfin, personnellement, je l'ai été aussi, je le suis encore quelque part, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais je me dis, les jeunes de maintenant, j'aimerais bien les écouter. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ressentent ce film, quelle est leur relation à ce héros. Est-ce qu'ils ont eu, comme moi, beaucoup de peine de le voir dans cette situation quand il s'est retrouvé en prison? À la belle, il y a des moments où il j'imagine une salle, parce qu'il y avait des choses absolument... D'un autre côté, il est très émouvant. Ou Radni, ou est-ce que quelle est la relation qu'ils ont avec ce héros? Est-ce qu'ils le considèrent? Ils le considèrent comment? Voilà. C'est tout ce que je voudrais savoir. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des réactions précises. Bon, s'il n'y a pas de réaction... En fait, moi quand je rencontre les jeunes, leur truc, c'est de dire, vous avez vécu une très belle période, et nous, vraiment, on souffre, c'est pas bien ce qu'on vit par rapport... Et j'ai l'impression qu'en fait, nous aussi, on a vécu une période, elle était différente, mais c'était aussi une période très dure, hein, une période vraiment... quand on voit ce héros-là qui rentre dans Alger, qui parle de la ville quand il écrit la lettre, et qui parle d'une ville sale où les gens crient, voilà, donc il y avait déjà tous les problèmes qu'il soulève quand il est dans la gargote, fait le hammam, etc. Donc c'est déjà une Algérie qui est un peu... qui pose problème. Alors si les jeunes pensent que eux vivent dans une situation plus dure, elle est un peu plus dure, mais à notre époque, nous avions l'autorisation de sortie, pour sortir. Maintenant, c'est le visa. Donc, on a toujours été empêchés de sortir. Il fallait toujours souffrir avant de sortir. Et, bon, peut-être qu'il y avait plus d'étrangers à l'époque, en Algérie, que maintenant. Avant, donc, il y avait quand même un va-et-vient de gens. Aujourd'hui, depuis quelques générations, on est refermés sur nous-mêmes. Hein, donc il faudrait qu'arrive un monstre comme dans le film, là, parce que les gens se marient entre eux. On est trop jeunes qui n'étaient pas acteurs, qui étaient là. Bon, voilà. Vous le referiez le film? Hein? Vous le referiez ce film? Non, j'ai jamais envie de refaire les mêmes films, non. Non. Ou si je le fais. Non, si je devais le remonter, je pourrais le remonter et le raccourcir plutôt. Oui. Salam alaikum. Monsieur Malzaq Alagouche, s'il vous plaît, une petite question. الفيلم الأولاني تاع عمر قتلاتو أحداث ديالو درتهم في العاصمة. شخصية رئيسية تاعو عمر قتلاتو وكاع الجيري شاف تاع الفيلم في العاصمة. ولكن في هذا الفيلم تاع مغامرة بطل اتجهت نحو الجنوب. Pourquoi? لماذا؟ Pourquoi? Pour changer un peu de paysage, pour changer d'air.
J'ai pas tourné tous mes films à Alger. Hein. Déjà, il y en a qui disent que je tourne à Bab el Oued seulement. Non, j'ai tourné à Mestrehanem. Mes derniers films, j'ai tourné à Mestrehanem. J'ai retourné à Tibimoun dernièrement. Voilà, donc, en fait, il y en a qui خدمت عمر الحلاتو بعد ما جوزته. Bon, en fait, le film a été pris surtout comme un film comique, et donc on a commencé à me dire il faudrait faire la suite, fais-nous le Omar Plateau 2, etc. Mais j'avais pas envie, j'avais envie d'aller vers autre chose, et donc aller vers autre chose, j'avais envie d'aller tourner un peu dans le sud, voilà, j'avais envie. Et en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sahara, c'est très difficile. Je pense que c'est les plus mauvaises choses que j'ai fait dans le film, c'est dans le Sahara. J'ai pas su exploiter cette atmosphère, donc à l'Oued, il y avait une très belle atmosphère, c'était... je m'en suis pas sorti, en fait. En fait, je suis plus un cinéaste de la ville, quoi. J'aime mieux tourner dans la ville que l'intérieur. السلام عليكم. السيد مرزاق علواش، فيلم مغامرات بطل او فيلم عمر قتلته او العديد من الافلام، الملاحظ او المتتبع او المشاهد يستنتج بانه لديها صبغه او طبعه سياسيه. يعني الافلام تاعك كلها ان لم نقل كلها يعني يغلب عليها الطابع السياسي. لماذا يحبذ مرزاق علواش الصبغه السياسيه او اللمسه السياسيه على افلامه؟ وشكرا. أنا نظن بلي كل أفلام فيهم سياسة، الحياة تاعنا سياسة. Donc, non, ça ne pose pas de problème. J'ai déjà dit, je me considère comme un cinéaste engagé, donc j'ai un engagement. Voilà, je ne peux pas raconter une histoire. Je sais que, d'ailleurs, personne ne peut raconter une histoire comme ça, sauf dans des pays où il y a une grosse cinématographie. Les Américains peuvent se permettre de raconter des histoires qui ne sont pas... qui sont simples, une histoire d'amour. Moi, si je raconte une histoire d'amour, il faut qu'il se passe quelque chose qui ait un rapport avec ce pays, avec les choses, c'est comme ça. Justement, parler de politique, parler de la censure. À l'époque, les cinéastes, comme les techniciens, comme les comédiens, c'est des fonctionnaires. Alors, par rapport à la censure, on parle beaucoup qu'il y a la censure. Est-ce que c'était une censure directe par rapport aux scénarios, ça veut dire les scénarios? Tout à l'heure, vous parlez de la projection avec le ministre. Ça veut dire, est-ce que par rapport à la censure et la liberté d'un créateur, d'un artiste, par rapport aux thèmes traités? C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions dans la production ce qu'on appelle un guichet, un seul guichet, c'est-à-dire on avait une seule possibilité, une seule carte à jouer. On a un scénario, on le dépose au service de la production, c'est un service à l'intérieur de l'office du cinéma. On donne notre scénario et il est remis à une commission secrète. Il y a une commission de lecture secrète qui avait ses bureaux à la Grande Poste. Et donc, le film qui est passé juste avant moi, c'est un film de Ben Deddouch qui s'appelait Rayhawin, Shibka. Et le film Shibka a eu pas mal de problèmes. Il est passé entre les filets, mais il a eu beaucoup de problèmes à cause des choses qu'il traitait, il y avait l'alcool, l'arrivée dans la ville du personnage, etc. Et voilà, il a un peu souffert, donc je me suis renseigné chez Ben Deddouch. Dès que le directeur de production, c'était Aïd Sissalwi, qui est mort, là, dès qu'il disait, donc Aïd Sissalwi m'a dit, voilà, il y a un film qui est retardé, c'était un film de l'Alain qui avait retardé son tournage. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à tourner? J'ai dit, oui, je suis prêt à tourner. J'envoie ton scénario, j'ai dit, oui, envoie-le. Et donc, je me suis renseigné et j'ai découvert où était la commission. Donc, je suis allé les voir. J'ai trouvé 2 personnes qui étaient là, qui lisaient nos scénarios. Quand ils lisaient nos scénarios, ils donnaient un avis positif ou négatif. Avec une petite lettre de motivation, mais je ne me rappelle plus comment c'était. Et donc je vais les voir, ils sont 2. Et il y en a un, c'est Abdelhamid Ben Ahdouga, écrivain. C'est lui qui dirige plutôt la commission.
Et je leur dis, voilà, moi je suis un jeune cinéaste, je vais tourner mon premier film. J'ai aucune possibilité de le faire si vous dites non. Si vous refusez le scénario, je ne peux pas tourner, je vais rester employé au CNC sans tourner, à l'UNSI. C'était pas le CNC. Et donc, ils m'ont dit, bon, alors on a lu ton scénario, voilà les problèmes. Ils ont commencé à me... J'avais ramené un carnet, Clément Wash, et donc j'ai sorti le stylo, et ils ont commencé à me donner leur point de vue. Et donc leur point de vue, c'était un autre film. Voilà. Donc ils commencent à me dire, bon, la voix qu'il entend, ce serait mieux si elle chante. J'ai dit, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'elle chante? Une chanson égyptienne. D'accord, d'accord. Donc ils m'ont donné plein de directives qui donnaient un autre scénario. Ils m'ont dit, bon, on va t'envoyer la lettre pour dire que tu as accepté toutes nos directions et tu l'as signée. J'ai dit, ok, je vais la signer. Et donc ils m'ont envoyé la lettre, j'ai signé, j'ai dit à ce directeur de production, donc c'est réglé. Il m'a dit, oui, ils sont d'accord, donc tu fais ce qu'ils t'ont dit. J'ai dit, ok. Et donc j'ai fait l'essai de dire, de faire ce que j'avais envie de faire. Ensuite, je me retrouve face au ministre, ça c'est avec Omar Plateau. Le ministre c'est Taleb Ibrahimi. Alors il regarde le film, il m'appelle, il me dit, bon, enfin, un film qui ne parle pas de la guerre. J'étais étonné. Il m'a dit, il y a un problème, ce mot Omar Plateau, ça ne veut rien dire. J'ai dit non, c'est-à-dire dans mon quartier, c'est connu, il est connu, c'est un personnage qui dit, mais regardez, ton quartier, c'est pas l'Algérie, tu fais un film pour ton quartier. J'ai dit non, bon, il m'a dit, ouais, tu peux faire un film sur ton quartier, pourquoi pas. Ça a l'alcool, il boit de la bière. Il boit de la bière, j'ai dit, ben, il boit de la bière. Hein? Non, ça c'est l'autre film. Après j'ai mis le... Et donc j'ai dit, il boit de la bière, donc j'ai gardé. Et finalement, bon voilà, donc c'est quand même passé. J'ai pu faire le film. Et le film a été reçu comme un film plutôt comique. C'est pour ça que quand j'ai déposé Les Aventures d'un héros, la commission... Elle a rien dit, quoi. Ils ont accepté. Oui, parce que c'est très... On se pose des questions, hein. Comment ce thème traité, hein, c'est vrai que normalement la première fois que je trouve et quand je l'ai vu avant-hier à la télé, je vois à la fin, après le générique, d'ailleurs il n'est pas dans le générique, il y a un panneau blanc où il y a écrit « Ce film a été tourné en 78 ». Et donc, ça, je me suis posé une question, les gars. Avec les cheveux blancs, rouges, les burnos. Non, c'était l'époque où il coûte faire Hizb français. Là, c'est des trucs de... Si vous croyez qu'on s'occupe de ça, on avait des costumiers à l'époque. Le costumier, il a choisi bleu, blanc, rouge. Mais là, on voit qu'il y a une Hizb français. Bleu, blanc, rouge, comme par hasard. Pour nous, c'est... Oui, c'est comme par exemple quand on est dans le Sahara, il y a les réunions et tout des gens, et on entend un âne. Oui, oui, mais ça c'est un problème de mixage. Le mixage était mauvais. Non, je crois que c'était même dans la séquence. C'était exprès retiré, oui. Ah oui. Non, je pense pas. Oui, oui, il y avait des ânes. Bon, le film est censuré quand même. Hein. Je ne sais pas comment vous avez vu ça, mais dans la scène où il y a la jeune fille qui va se livrer au truc, donc ils ont un peu coupé à la télé. La télé, par exemple. Ici, c'est l'intégral. Dans Omar Getlato, la version qui passe à la télé depuis 10 ans, c'est une version où il n'y a pas Omar Getlato qui se brûle dans le bar, où il boit de la bière, il n'y a pas la scène où il se fait enlever la cassette. Et donc ça, c'est une version qui est censurée aussi. La version originale. Eh ben oui, maintenant, j'espère. Non, c'est l'original, je crois. Salim. Il y a encore... Alors, pour répondre à la question de la dame de tout à l'heure, bon, Madame Hamida El Haj.
Exactement. Elle nous a dit comment était perçu le film. Bon, pour ma part, en tout cas, j'étais pas né quand le film a vu le jour. Donc, je pense que le film est autosuffisant, en fait. Il dépeint, en fait, l'environnement politique et socio-culturel qui régnait là-bas. Bon, on ne le comprendra pas comme des gens qui ont vécu certainement cette époque, c'est sûr. Mais je pense qu'on arrive quand même à s'imprégner de cette atmosphère qui régnait à l'époque. Moi, je voudrais vous poser une question, Monsieur Alouache. C'était dans ce film, justement, vous décortiquez, enfin, vous critiquez la société d'une manière politique ou socio-culturelle. Vous faites passer beaucoup de messages. Vous parlez de corruption au niveau des frontières. Je crois que vous parlez d'une révolution qui, enfin, fomentée contre un roi. Je suppose que vous parlez du Maroc. Je peux me tromper. Vous parlez aussi, vous ramenez une Garmeya qui a un accent tunisien. Je suppose qu'il est parti en Tunisie parce qu'il aurait traversé les frontières d'est en ouest. J'aimerais savoir comment a été perçue justement toute cette critique à l'époque de la sortie du film. Écoutez, la sortie du film est passée inaperçue. Il n'y a pas eu grand monde. Hein. Il y a eu je pense qu'il y a eu une mauvaise critique de la presse. Hein. Oui, à l'époque, oui. Mauvaise critique, c'est-à-dire de l'argent gaspillé pour rien, etc. Donc après c'est encore descendu parce que l'homme qui regardait les fenêtres, il est passé au Debussy, au cinéma de Debussy, il y a eu 30 personnes, il l'a enlevé, il a disparu complètement. Donc mais ça posait pas de problème parce qu'on était salariés, on pouvait tourner des films, même si ça marche pas. C'est un peu comme maintenant, on peut retourner des films, il suffit qu'ils soient en avant-première, et c'est bon, on peut retourner un autre film, on peut... voilà. Donc, alors, pour justement le problème du film, de la narration, c'est-à-dire pour moi c'est une fable. Donc en fait, il n'y a pas de pays précis. Mais on ne peut pas, les gens, de toute la manière, ça continue jusqu'à présent, les gens regardent nos films d'une manière particulière. J'ai constaté ça, c'est-à-dire que quand les Algériens regardent les films algériens, ils les regardent sans être décontractés. Ils ne se décontractent pas. Ils ne les regardent pas comme on va au cinéma, c'est-à-dire on va au cinéma, on s'assoit. Je suis rentré voir un film sur les Martiens. Je sais que c'est bidon, il n'y a pas de Martiens pour l'instant, mais je rentre et je regarde. Non, les films algériens, on va les voir d'une manière précise. On regarde ce qu'il y a au bord du cadre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce qu'il est passé par le bon truc. Bon, voilà, donc on est très crispé. Et je me rappelle sur ce film-là, Les Aventures d'un héros, le ministre que j'avais à côté de moi, donc ensuite aussi, en sortant, il m'a dit ouais, ce film, d'abord, c'est scatologique. Il m'a dit c'est scatologique, mais je ne savais pas ce que c'était ce mot. Scatologique, ça veut dire que c'est sale. J'ai dit c'est quoi scatologique? Il m'a dit ben, ce cafard-là qui trouve dans le bol de l'obia, c'est pas possible. J'ai dit non, mais c'est une fable. Il m'a dit non, c'est pas une fable. J'ai vu des immatriculations de voitures algériennes, donc c'est pas une fable. Donc voilà, donc on peut pas. Pour moi, je me cachais toujours derrière la fable. Quand je vais le présenter à Carthage, je présente le film, il y a la projection, et à un certain moment, donc il y a ce problème-là des frontières, et quand il dit le Malek, etc., j'entends dans la salle, Yahya le Malek. C'était un cinéaste marocain. J'ai reconnu sa voix, et donc je connaissais le cinéaste. Et après on sort, je le vois, je lui dis, pourquoi tu as dit Yahya le Malek? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, j'ai vu, tu critiques le Maroc. J'ai dit, mais non, c'est une fable. Non, il m'a dit, c'est pas une fable, j'ai vu, c'est le Maroc. J'ai compris que c'est le Maroc. Voilà, donc un peu, donc le cinéma n'est pas regardé normalement. Justement.
Non, non, on était encore accompagnés, c'est-à-dire c'était toujours pareil. On avait un nouveau directeur à l'ONSIC, on est parti tout un groupe. On est arrivé à Tunis, le directeur لازم نجيبو تاني الدور. Et chacun fait son travail. Moi, je vais m'occuper de la présidente du jury. Le directeur à la galère. Moi, je m'occupe de la présidente du jury. La présidente du jury, c'était une égyptienne. L'actrice égyptienne. Faten Hamam. Faten Hamam, hein? Ouais. Oui, donc, je ne sais pas comment il s'est occupé d'elle. Donc, en tout cas, bon, chacun, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, donc, quand on est la délégation algérienne, on est la délégation algérienne. Ouais, nous ensemble. On n'a pas le droit. Donc on nous regarde, tous les autres ils nous regardent de travers parce qu'on est 15 ou là 20 et toujours avec. On fait la gueule quoi. On n'est pas souriant parce qu'on est des socialistes. Et donc on va au restaurant, le Guadeloupe maintenant. Alors moi je leur disais, ça, comment on s'occupe des gens si nous garderaient maintenant, nous saurions maintenant critiquer ou bon, à l'époque on se critiquait pas entre nous, on critiquait les autres, les Tunisiens. Il dit non, on va pas avoir le talib. Non, t'inquiète pas. Et je sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Donc quand il nous annonce le talib d'or, je monte pour prendre le talib d'or et à la moitié de la salle qui se met à siffler. Elle siffle. Et après, j'ai vu que c'était les Tunisiens. Ils avaient un film, bon, ils nous aimaient pas trop. Voilà. Mohamed Yergui, jeune réalisateur. On se connaît d'ailleurs. Non, juste pour répondre à Madame Ekhaj. Bon, il a répondu, mais au fait, moi je trouve que le film traverse le temps. Parce qu'il parle de la désillusion. On a tous. On est jeunes, on est révolutionnaire, on veut changer le monde, et petit à petit, on découvre que ça ne peut pas changer. Nous l'autre dans des révolutions personnelles, ou là, nous le plus personnel que sur le voilà. Mais voilà, je voulais parler de M. Merzaq Alwash. D'abord, avant de parler de lui, en fait, vous avez fait aimer le cinéma, vous avez tourné à Bjaya. Et Humti, Blood City, Jamata, le boulanger. شحال كان في عمرك؟ Non, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, moi, jeune timide, je tardais pour rentrer. Voilà, c'est voilà, un de vos admirateurs, surtout votre, comment dire, votre courage. En 89, vous êtes venu à Bjaya avec des vidéos. Vous avez, vous ne faisiez pas de film Feloptadek, mais dites, avec des vidéos, vous avez fait des interviews de gens après 88. Et, voilà, et après des films. Au fait, vous faites des films, comment dire, qui est de moyens, qui n'est pas de moyens. Et vous avez fait, vous étiez là, je veux dire, pour faire ces films-là étatiques, si on peut dire, dans une institution. Vous avez fait aussi de la coproduction. Maintenant, nous, jeunes réalisateurs, bon, partout dans le monde, pour faire des films, il ne suffit pas de faire un film d'une seule nationalité. Par exemple, les films français, ils sont franco, italiens, allemands. Dans le même film, on peut trouver 4-5 nationalités. Mais pour nous, pour l'instant, c'est dès qu'on trouve une coproduction, on est un peu taxé, on n'arrive pas. J'ai pas encore trouvé de production, mais on commence déjà à dire que, comment dire, que je suis dans un réseau, tel réseau, alors que je suis nulle part. Voilà. Vous avez vécu ça, j'aimerais bien que vous me parlez de ces coproductions et voilà, je sais pas. Les enjeux de la coproduction. Quand nous étions à notre époque, hein, puisqu'on est en train de parler quand même de l'époque, donc nous étions, comme je l'ai dit, protégés, nous étions dans un office où nous étions salariés.
le salaire tombait. C'est vrai qu'on n'était pas payé énormément, mais il n'y avait pas grand-chose à acheter en Algérie, il y avait la pénurie, donc on vivait bien. Il y a des cinéastes qui sont restés 10 ans sans tourner, en ayant le salaire. Il y a des gens qui sont témoins, d'autres tournaient, mais on était protégés. Nos films, quand ils se terminaient, indépendamment des festivals, qu'ils aillent dans les festivals ou non, ils sortaient dans les salles. Même s'il reste qu'une semaine ou deux, bon, s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de spectateurs. Bon, quand ils m'ont enlevé mes films de la salle, bon, j'ai rien dit, il n'y a pas de spectateurs, classe, bon. Mais maintenant, la situation est différente. En fait, il y a eu cette rupture d'une génération de cinéastes, toute la décennie noire. On arrive avec une autre génération qui aurait dû tourner déjà il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'a pas tourné, donc on se retrouve avec des jeunes cinéastes qui ont 40 ans. Ce qui est anormal. Les jeunes, la nouvelle génération, ça devrait être une génération qui a 20 ans. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on arrive là dans une autre situation, une situation nouvelle, où les Algériens, par rapport aux Libanais, aux Tunisiens, aux Marocains, aux Égyptiens, etc., ils ne savent pas, justement, rentrer dans les réseaux. Parce que le réseau, c'est une réalité. Le réseau, il y a des réseaux dans toutes sortes de choses, et pourquoi pas dans le cinéma. Il y a des réseaux. Il y a aujourd'hui des possibilités internationales de financement du cinéma. Je ne vois pas pourquoi l'Algérien n'en profiterait pas. Il y a des fonds en Allemagne, il y a des fonds en Suède, au Moyen-Orient, le pays du Golfe, etc. J'ai vu dernièrement un film palestinien de Anne-Marie Jassir. On regarde son affiche, le bas de son affiche, il y a au moins une cinquantaine de coproductions. Elle a ramené de l'argent même d'Amérique latine. Tu te dis, en quoi l'Amérique latine? Donc il faut bouger. Et donc, il y a quelques Algériens qui ont commencé à bouger, qui savent bouger. Alors effectivement, ils leur rentrent dedans, mais ça c'est connu. Si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. C'est pas grave de penser que tu ne dois pas faire. Il faut faire. Et ensuite, tu réponds à des interviews. Tout à l'heure, on m'a posé la question, pourquoi vous montrez l'Algérie noire, etc. Je réponds pas si j'ai pas envie. Le problème, c'est quand tu fais un film, quand tu es en train de préparer un film, tu ne penses pas à tout ça. Il faut bouger. Aujourd'hui, on nous dit en Algérie qu'on va presque plus financer nos films. Voilà. J'ai tourné un film dernièrement, le Vdati, qu'on m'a donné combien? 150 000 dinars. 150 millions. 15 millions. 15 millions de dinars. 15 millions de dinars. 15 millions de dinars, ça peut me servir qu'au tournage. Si je ne vais pas chercher d'argent ailleurs, je ne peux pas terminer le film. Ça, c'est clair et net. Donc, ça paraît beaucoup ici, mais c'est rien pour un film. Donc, je suis obligé, bon, moi j'ai des facilités puisque j'habite à l'étranger, je connais les gens, j'envoie mes dossiers. Il faut envoyer ces dossiers. Aujourd'hui, on s'aperçoit que vraiment, on est très loin derrière les autres cinéastes arabes. Bon, les Africains, les pauvres, c'est dramatique. Donc nous, on a eu quoi? On a eu 2 films, Karim Moussaoui, Sofia Djama. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre film? Long métrage. Yasmine Chouir avec Dubaï. Voilà, Yasmine Chouir. Donc 3 films, avec 3 films par an. Ça veut dire qu'on risque de ne pas avoir 2 films l'année prochaine. Tu ne fais pas une cinématographie. Une cinématographie, il faut arrêter de penser qu'on l'a fait avec 3 films. Tu vois, c'est vraiment laborieux. Et donc, toi, tu parles de ça, mais peut-être que d'autres cinéastes qui sont quelque part, pas seulement à Alger, ils ne savent pas du tout comment monter leur projet. Hein, c'est très difficile. C'est même pas qu'il faut envoyer, peut-être. C'est tout, non? Il y en a qui ne savent pas qu'il faut envoyer. Ma dernière question, Merzak Alouache, cinéaste avec l'ex-président Boumedienne. Alors, l'histoire parle que Boumedienne s'intéresse beaucoup aux films algériens et visionne des films. Et il y a une histoire, je ne sais pas ce que c'est vrai ou non,
quand vous avez entendu le décès de Boumedienne dans un festival, tu as pleuré. Ouais, on me l'a dit tout à l'heure, j'ai pleuré, moi je pleure pas. C'est bizarre. Non, j'étais pas dans un festival quand il y a eu le décès de Boumedienne. Est-ce que j'ai pleuré? Est-ce que c'était pas parce que j'étais en face d'une femme? Non, j'ai appris le décès, j'étais à Paris, je suis allé à l'ambassade d'Algérie, j'ai signé le truc, oui, j'étais ému. Mais cette histoire d'avoir pleuré, bon, c'est bien, si on veut mettre ça dans mon cursus. Non, j'ai pas pleuré dans un... Je me rappelle pas. Et ça change quoi? Non, c'est parmi... Oui, il y a des petites histoires avec les ministres, avec les présidents, avec... Non, pas avec les ministres. Nous, on avait affaire aux ministres qui nous concernaient. Moi, j'ai vu passer combien 30 ministres, au moins, que j'ai connus depuis le début. Le ministre de la Culture, À un certain moment, il y a eu dissolution du ministère de la Culture, il y a eu le Conseil de l'audiovisuel. Après, on est revenu, ministre. Bon, c'est à eux qu'on a affaire. Merci. S'il n'y a pas de questions... Ouais, ça va. Merci. Ben, merci pour le ciné-club, hein, ça me fait plaisir. Merci. Et comme... et avant de terminer cette séance... Alors, dernier mot, hein,